Donc en fait, on aura trois petits paquets. Le premier paquet, c'est sur les signes et les symptômes observables par la femme. Le deuxième petit paquet, c'est une description du cycle menstruel, non pas en 2 parties, mais en 3 parties, ce qui semble plus pertinent pour comprendre la diversité des cycles dans la vie. Et ensuite, donc, une emphase sur 4 périodes particulières: la puberté, le postpartum, le post-pilule et la préménopause. Donc, l'idée, c'est de devenir plus clairvoyant sur la diversité des cycles dans la vie d'une femme. Et on part des signes et symptômes observables par la femme, en particulier parce qu'on ne va pas faire un dosage hormonal chaque fois qu'on veut savoir où en est une femme. Et puis, ça permet d'avoir une attitude clinique, en fait, hein, de dialoguer. Ça permet de sortir un peu de la médecine vétérinaire, parce que si la femme ne participe pas du tout, elle ne sait pas décrire ses symptômes, notre relation de soins part de l'idée qu'il n'y a rien à savoir, un peu comme la pédiatrie. Le petit t'as mal et il ne sait pas dire, en fait. Il essaye de dire, mais... si on se prive des signes que peut observer la femme, c'est difficile de faire de la gynécomédicale, en particulier la gynécomédicale, mais c'est vrai aussi pour la médecine générale, parce que qui sont les gynécos de fait médicaux? Ce sont les médecins généralistes ou les sages-femmes. Qui est-ce qui va répondre aux attentes d'une femme, comprendre ce qui se passe? On ne va pas aller chez le gynéco-médical, il n'y en a plus beaucoup. On va bien souvent en parler tout simplement à sa sage-femme. Moi, je le vois pour mes propres enfants. Leur sage-femme, c'est très précieux. C'est la personne qui peut écouter et répondre de manière valide à des questions, ou alors le médecin généraliste. Bon, quand on a la chance d'avoir un gynéco-médical, c'est merveilleux, mais les gynéco-médicaux, vraiment médicaux, qui s'intéressent à la problématique qui n'est pas chirurgicale d'une pathologie gynécologique, se comptent sur les doigts d'une main. Enfin, il y en a très peu. Alors que c'est très très important, parce que... Donc le premier temps va porter sur les signes et symptômes observables par la femme, et on ne va pas du tout essayer d'être exhaustif, on va approfondir quelques-uns. D'accord ? En fait, de manière intéressante, la physiologie féminine est marquée par des saisons, en fait. C'est-à-dire que toute la vie de tout le monde, hommes et femmes, est marquée par des saisons. Si on prend l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et l'âge avancé, il y a des saisons dans la vie. Mais en plus, la femme se trouve avoir des saisons au cours des cycles. C'est-à-dire que les cycles, ce ne sont pas simplement des règles et pas de règles, des règles, pas de règles, des règles, pas de règles. Il y a bien plus que ça. Quand on regarde l'imprégnation hormonale d'un homme, il est assez stable. L'homme peut avoir une variation, par exemple, dans son spermogramme, dans l'année, où il peut avoir des baisses, par exemple, de qualité du spermogramme quelques semaines ou quelques mois après une grippe, par exemple, après un problème viral. Tandis que la femme, c'est pas ça, c'est pas juste en situation d'anomalie. Son corps est marqué par des saisons. Et de la même manière que les saisons de l'année, quelque part, tout est ramené à zéro. Chaque hiver, on repart à zéro. Les feuilles sont plus là, éventuellement ce qu'on a vu en été ou à l'automne est mis à zéro et on redémarre à zéro, comme là on va démarrer bientôt le printemps. Donc de la même manière, dans le cycle féminin, la période des règles, pas autant le moment des règles, mais la période des règles, c'est une remise à zéro de beaucoup de choses. Par exemple, de manière notoire, des récepteurs hormonaux. Estrogène et progestérone ne peuvent agir que dans la mesure où il y a des récepteurs. Et les hormones induisent
le développement de leurs propres récepteurs ou des récepteurs des autres. Et donc, pendant le corps jaune, il y a mise à zéro des récepteurs nécessaires en phase fertile. Donc, le corps jaune va être une période, un petit peu comme l'automne, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a c'est l'été et l'automne, c'est-à-dire qu'à l'approche des règles, pratiquement les récepteurs, si tout se passe bien, sont remis à zéro. Si bien qu'il n'y a pas d'accumulation, d'un cycle à l'autre. Alors qu'au contraire, si cette remise à zéro ne se fait pas, il y aura une certaine accumulation, et du coup, voilà qu'apparaissent les troubles du cycle. Les troubles du cycle, par exemple, qu'on peut voir en préménopause, sont dans bien des cas liés à une accumulation au lieu qu'il y ait une bonne remise à zéro. Comme les cycles sont perturbés, eh bien, il y a un mécanisme d'accumulation. Si bien que, si vous vous trouvez bourré de récepteurs, la moindre sécrétion d'estrogène, par exemple, va vous déclencher une hyperœstrogénie relative. Parce que quand on dose, on n'en trouve pas des quantités anormales, mais tout se passe comme si la femme est en hyperœstrogénie, parce qu'elle a une activité de récepteur trop importante. Je ne sais pas si j'ai su me faire comprendre. Ça va ? Donc ces saisons, finalement, dont on connaît peu de choses, finalement, parce que on les connaît, mais on ne peut pas dire qu'on ait eu la même délicatesse pour les saisons féminines qu'on a pour la nature, par exemple. Si le mouvement écologique nous permet de découvrir beaucoup de choses, et nous permet de redécouvrir une certaine délicatesse vis-à-vis de la nature, on ferait bien de faire la même chose pour la gynécologie. Parce qu'on a une approche très très mécaniste. On a une approche très très mécaniste du cycle. Ce qui fait qu'on ne sait pas traiter, par exemple, la dysovulation. La dysovulation, on est très très pauvre face à la dysovulation. Vous avez eu des cours sur l'hypofertilité ? Non, pas tellement. Quand on nous fait les cours sur l'hypofertilité, on nous donne l'origine. L'origine, elle peut être, c'est le col qui est malade, c'est un problème hypothalamo-hypophysaire, ou c'est bon. On nous dit, il y a la dysovulation. La dysovulation, c'est idiopathique. On ne sait pas d'où ça vient. C'est qu'en fait, on est très pauvre face au mécanisme ovarien. On connaît peu de choses. Ce qui fait que, par exemple, quand les personnes souffrent d'ovarite polykystique, on est assez démunis. Parce qu'on est assez démunis. On n'a pas encore, pour l'instant, une connaissance fine des mécanismes. On a des connaissances un petit peu globales. Bien. Donc, en somme, si on regarde les signes et les symptômes, c'est un petit peu comme regarder les signes et les symptômes dans la nature. Ça va nous permettre de savoir à quelle saison on est. Et ça va permettre aussi de savoir s'il y a une anomalie dans cette saison. Un petit peu comme je sais pas moi, si maintenant on démarre à une grande sécheresse, alors que c'est le printemps, fin de l'hiver, c'est pas normal. Au mois d'août, d'accord, mais pas maintenant. C'est pareil en gynécologie, on va gagner à toujours ramener un symptôme à la période. D'accord ? Et voyez, ça a beaucoup manqué. Et on voit encore dans le Vidal, où vous pouvez voir encore qu'on va prescrire des progestatifs du 15e au 25e jour, par exemple. Comme si... Pourquoi est-ce qu'on dit le 15e, 25e jour ? On se dit, le 15e, c'est le lendemain de l'ovulation, et le 25e, on va arrêter, et comme ça, on va laisser venir les règles. On part d'un cycle théorique de 28 jours. Mais les cycles de 28 jours, si on prend la pilule, mais pas autrement. Les cycles de 28 jours, on avait fait une enquête sur 3500 cycles, et je crois qu'on avait 17% de cycles de 28 jours. C'est assez rare quand même. C'est pas... Donc, on a encore des approches assez... comme si c'était une horloge. C'est un peu comme si on disait le printemps commence le 21 mars. Ça dépend des années. Peut-être que là, il va démarrer dans 3 semaines,
Au contraire, il va faire froid jusqu'à l'abord du mois de juin. Donc du coup, la connaissance de ces saisons et la connaissance d'un signe en fonction de la période va permettre vraiment d'interpréter. Ça va ? Donc on verra règles et saignements, les autres écoulements, le changement de la température basale, les douleurs et les modifications physiologiques du col de l'utérus. Voilà. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez la patience, on prendra le temps. Puis si ça vous lasse, vous ne craindrez pas de me le dire. Je suis très intéressé, mais si vous trouvez ça saoulant, vous ne gênerez pas pour me dire allez plus vite. Bien, tous ces symptômes, la première question, sont-ils objectifs ou subjectifs ? On dit qu'un symptôme est objectif si une seconde personne peut le constater. Une douleur, par exemple, c'est subjectif. Mais un décalage de température, c'est objectif. Quand vous examinerez au spéculum un col, pas besoin de faire une colposcopie, mais simplement de regarder le col, la présence du mucus au col, ou son aspect, c'est objectif. Sa couleur, sa consistance, sa filance, c'est objectif. Et les modifications du col de l'utérus sont objectifs. Alors que sont subjectifs la douleur, le fait de ressentir le mucus. Une femme qui a appris peut ressentir si le mucus qui s'écoule. De la manière que moi je sais que je n'ai pas la bouche sèche, mais j'ai de la salive, pas besoin que j'aille mettre mon doigt. Une femme peut savoir si elle a du mucus qui s'écoule ou pas. C'est une sensation, ça fait partie des sensations physiologiques. Et puis, plus particulier et moins bien connu, ce qu'on appelle le signe sommet, qui est subjectif aussi. Le signe sommet, c'est le dernier jour de mucus ressenti, très fluide, comme quelque chose qui mouille, ou comme de l'huile, suivi d'un brusque retour à la sécheresse ou à une simple moiteur. C'est ce dernier jour, suivi d'un brusque retour à la sécheresse ou une simple humidité, ça s'appelle le signe sommet. Pourquoi ? Parce que quelque part, ça indique très bien l'ovulation en particulier, c'est très proche de l'ovulation. Et pourquoi ? C'est simplement que c'est le passage d'un niveau élevé d'estrogène à la présence de progestérone. Donc c'est brutal. C'est brusque, c'est la progestérone qui commence à monter et qui donc assèche le mucus. Et donc c'est ça le signe sommet. Si vous voulez, c'est un petit peu comme vous avez un blanc d'œuf, vous le versez dans la poêle, subitement il est pris. C'est ce que fait la progestérone. Elle fait ce que fait la poêle en termes thermiques. C'est que subitement, le mucus se trouve subitement épaissi et la femme ne sent plus cet écoulement ou cette impression d'huile qu'elle avait la veille. Donc le sommet, c'est le dernier jour. Donc ça, c'était pour nous dire qu'est-ce qui est objectif, qu'est-ce qui est subjectif. Prenons le premier signe que la patiente va connaître, c'est les écoulements rouges. Les écoulements rouges, c'est très important à connaître pour nous soignants, parce que soit ils sont physiologiques, soit ils sont pathologiques. Mais pour bien savoir distinguer s'ils sont pathologiques, il faut d'abord bien connaître ce qui est physiologique. Et donc il y a 3 types de saignements: les règles, les saignements physiologiques et les saignements qui reflètent une maladie. Donc les règles, c'est tout simplement le détachement de l'endomètre. Donc l'endomètre qui a tapissé l'utérus et qui s'était transformé de manière à accueillir éventuellement un enfant est comme découpé par-dessous par un mécanisme qui met en œuvre les prostaglandines, qui détache l'endomètre et qui provoque sa fluidification et donc du coup son écoulement. Et les mêmes prostaglandines au même moment auront ouvert le col
l'auront un peu élevé même, auront un peu redressé le col comme ça, juste au moment des règles. Le col est un peu plus haut, un peu plus mou, un peu plus ouvert, un peu plus redressé dans l'axe du vagin. Et donc, du coup, l'endomètre liquéfié, marqué d'un petit peu de globules rouges, s'écoule. Ce qui fait que les règles, normalement, ne sont pas une grosse perte de sang. On dit qu'il y a règle du moment même où... pour qu'il y ait règle, il faut que je sois clair. La définition de l'OMS des règles, c'est qu'il y ait besoin de se garnir. Il faut qu'il y ait besoin de garniture. Par rapport à juste des petits présences d'une petite tache qu'on trouve comme ça sanguinolente, ça ne sera pas des règles. Pourquoi on parle de règles, il suffit qu'on ait besoin de se garnir. Mais pour que ce soit vraiment des règles par opposition au saignement, il faut que ce soit un détachement de l'endomètre. Et pour que ce soit un détachement de l'endomètre, c'est qu'il y a eu ovulation avec corps jaune. Sous-entendu, c'est un endomètre lutéinisé qui peut se détacher. Je ne suis peut-être pas très clair. L'endomètre peut saigner, mais pour qu'il se détache, il faut qu'il y ait une imprégnation progestéronique. Est-ce qu'on comprend ça? Un endomètre qui n'aurait pas eu d'imprégnation progestéronique ne se détache pas, il saigne. Est-ce qu'on comprend ça? Donc en fait, on dit de manière un peu, imparfaite, pour qu'il y ait règle, il faut obligatoirement qu'il y ait ovulation. Oui, mais ce n'est pas tellement le fait que l'ovule ait été émis qui compte. Pour qu'il y ait règle, il faut qu'il y ait eu imprégnation progestéronique et donc développement de l'endomètre en dentelle, parce que c'est un endomètre en dentelle qui peut se détacher. Un endomètre qui n'aurait pas bénéficié de cette imprégnation progestéronique ne va pas se détacher, il va simplement saigner. Ça, on comprend, ça va? Si bien que les règles, c'est un détachement de l'endomètre, et ça, c'est là que, si vous voulez, si les règles sont abondantes, entre guillemets, c'est qu'il y a hémorragie en plus de l'endomètre. Et la marque en particulier, c'est les caillots. Un endomètre ne fait pas de caillots. Un endomètre ne fait pas de caillots. Ce qui fait caillot, c'est quand on a aussi du sang qui coule. Parce que l'endomètre, il est plutôt liquéfié. Il est liquéfié, bon, il est rouge, parce que bien sûr, il y a des globules rouges dedans. Mais ce n'est pas un saignement de l'utérus. Les règles, normalement pas. Et il y a donc ménorrhagie, c'est-à-dire donc des règles qui saignent, s'il y a caillot de sang. Et du coup, souvent, ça va durer plus longtemps. Et une personne peut souffrir d'anémie, de perte de fer, donc une perte de fer évidente, s'il y a des caillots en plus de l'endomètre, mais s'il n'y a que l'endomètre, la perte de fer est tellement minime qu'elle ne provoque jamais d'anémie. Ça va? On comprend? Voilà. Donc, les règles, c'est le détachement de l'endomètre. Les saignements physiologiques, c'est toujours à cause des estrogènes. C'est-à-dire qu'on saigne toujours à cause des estrogènes. Soit parce qu'on en a beaucoup, soit parce qu'ils ont chuté, soit parce qu'on en a peu. Donc l'endomètre saigne toujours, en physiologie, à cause des estrogènes. On peut saigner parce qu'on a beaucoup d'estrogènes. Par exemple, il y a des femmes qui ont un peu de traces de sang chaque fois qu'elles ovulent. Ce n'est pas l'ovule qui saigne, c'est l'endomètre qui est très marqué par les estrogènes, très imprégné d'estrogènes, et qui du coup, comme il y a beaucoup d'estrogènes, l'endomètre est comme gorgé de sang, et du coup, saigne un peu. Donc c'est l'endomètre, donc dans l'utérus, qui saignote un peu sous l'effet de la présence de beaucoup d'estrogènes. Et donc ça peut arriver donc,
à la période préovulatoire. Ce n'est pas l'ovule qui saigne. On peut saigner aussi physiologiquement à la chute des estrogènes. Hein, par exemple, vous avez un examen qui se passe hyper mal, vous êtes hyper stressé, ça peut arrêter votre processus. Si vous étiez en train de préparer une ovulation, ça arrête votre processus ovulatoire à cause du choc que vous ressentez. Ça arrête le processus ovulatoire et paf, comme il y a la chute brutale des estrogènes, vous saignez. Nous, on a fait nous des dosages tous les jours, sur un peu plus de 300 cycles, et on a des exemples comme ça de chute d'estrogènes, estrogènes très très élevés, qui chutent brutalement, et paf, la femme saigne. La femme va dire, j'ai eu mes règles 2 fois dans le mois, mais ce n'était pas des règles. C'est un saignement de privation d'estrogène seulement. C'est un saignement de privation d'estrogène seulement. Ce n'est pas l'endomètre qui se détache, c'est simplement l'endomètre qui saigne à la suite de cette chute d'estrogène. On dit, mais j'ai moins de netteté là-dessus, qu'un endomètre peut saigner parfois si on manque d'estrogène longtemps. Mais j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le comprendre. Donc je le dis juste pour noter, mais ça ne me dit rien. Donc en somme, on saigne physiologiquement soit parce qu'on a beaucoup d'estrogène, soit parce qu'il chute. Ça va ? Ce qui fait que entre les précédentes règles et le saignement, on va dire c'est un cycle anovulatoire. Mais c'est un peu une blague, parce que le cycle n'est pas terminé. C'est simplement une période anovulatoire qui est la première partie d'un cycle qui, à un moment, va se finir grâce à une ovulation et des règles. D'accord ? Donc, si un saignement interrompt le processus, on va dire qu'il y a eu une période anovulatoire, mais ce n'est que le début d'un cycle. Un cycle, c'est ovulatoire, par définition. Ça va ? Bon, jusqu'à maintenant, ça va ou ça vous intéresse un peu ou bien c'est des choses trop loin de votre intérêt clinique ? Ça va ? Ne vous gênez pas, je suis à votre service. Bien, et puis il y a les saignements reflets d'une maladie. Donc, soit il y a 2 types de saignements reflets d'une maladie. C'est soit une dysovulation qui fait qu'on a des saignements, mais ce n'est pas le sang qui pose problème. Le saignement n'est que symptôme d'une dysovulation. Soit on saigne parce qu'il y a une anomalie gynécologique, un cancer typiquement, qui fait qu'on saigne. Le plus fréquent, c'est quand même la dysovulation. Vous êtes aux urgences le dimanche après-midi, une femme arrive avec sa famille, c'est la catastrophe, elle saigne, on a essayé des garnitures périodiques pour attendre le lundi, mais c'est pas possible, elle va bien nous mourir dans les mains. Et ça, moi j'en ai vu beaucoup quand j'étais aux urgences, ce sont des personnes qui ont un déséquilibre œstroprogestatif fort, souvent donc c'est un endomètre hypertrophié à la suite de longues périodes estrogéniques, sans période progestéronique pour remettre tout à zéro. Elles ont eu les imprégnations estrogéniques, mais c'est comme au rugby, un essai qui n'est pas transformé. Il manque la période progestéronique pour remettre tout ça au repos. Ce qui fait que l'endomètre a reçu des estrogènes, donc s'est développé, reçoit des estrogènes, se développe. C'est donc un épaississement anormal de l'endomètre qui saigne. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut arrêter, il faut calmer les affaires, parce que c'est exceptionnel, mais elle peut même avoir des troubles hémodynamiques suite à cette perte de sang. C'est pas... Donc, en général, c'est surtout que c'est épuisant. Elle perd son fer, elle est très lasse. Au cours des semaines et des mois, elle se trouve très lasse. Il faut redonner du fer et puis il faut calmer ces affaires-là. Il faut, en somme, redonner la progestérone qui lui manque pour ramener les récepteurs à zéro et qu'il y ait à nouveau
la possibilité, après les périodes estrogéniques, d'avoir des périodes progestéroniques. Donc dans ces dysovulations, donc les perturbations, on pourra aussi avoir donc des ménorrhagies, c'est-à-dire les règles après un cycle qui n'est pas très équilibré pourront mal se faire, et donc le détachement de l'endomètre s'accompagne de perte de sang. Ça, c'est la ménorrhagie. Alors, on dit métrorragie quand l'utérus saigne, et ménorrhagie quand c'est au moment des règles. Bon, méno vient de mois. Les menstruations, ça vient de mois. Bon. Même si maintenant, depuis 4-5 ans, on change un peu le vocable pour parler de perte de sang plus généralement, mais ça reste... Voilà. Ou alors c'est une anomalie gynécologique, par exemple dans les choses pas trop sévères, ça peut être donc soit l'endomètre lui-même qui fait polype, c'est-à-dire qui fait polype, il y a eu un hyperdéveloppement mais localisé, ça fait polype, soit c'est l'utérus fibromateux qui du coup soulève, perturbe le fonctionnement de l'endomètre, et voilà qui saigne, et puis un utérus fibromateux, il n'est pas vascularisé de manière ordinaire, il est hypervascularisé éventuellement, donc du coup les fibromes peuvent gêner par eux-mêmes, mais peuvent aussi donner des saignements, ou alors c'est malheureusement un cancer, qu'il soit de l'utérus, du corps de l'utérus ou du col de l'utérus, voilà, ou d'autres pathologies. Pratiquement, c'est bien un petit peu les anomalies qui font le plus souvent saigner. Est-ce que pour les saignements, on comprend, ça va? Oui, ça va. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Ça va? Voilà donc à peu près les saignements. Si bien que, en situant un saignement dans les saisons, ça va clarifier. Je pense par exemple, la première... on a posé la question à un congrès il y a 15 jours, 3 semaines, quelqu'un a posé la question, et moi j'ai répondu, mais des gynécos aussi. Si une femme vous dit j'ai saigné là juste au milieu de mon cycle, j'ai perdu un peu de sang, au moment, mettons qu'elle connaisse ses écoulements, au moment où probablement j'ovulais, j'ai eu un peu de sang. La gynéco médicale qui fait beaucoup ça disait bon on va attendre le prochain, on ne va pas s'affoler, il n'y a pas besoin de faire une échographie ou plus dès le premier saignotement. Moi j'étais plus prudente, je ne suis pas gynéco, mais elle a été un peu apaisante, disant on peut attendre le deuxième ou le troisième avant de déclencher le plan sec. Oui, parce que si ça se trouve, à partir de maintenant, cette femme en aura de temps en temps des saignements. Il y a des femmes qui ont toujours ces saignements. J'ai oublié de vous signaler un type de saignement, je vous prie de m'excuser. C'est des saignements les 2-3 jours qui précèdent le flux menstruel. Il y a des personnes qui saignotent 1, 2 ou 3 jours avant le flux menstruel, avant les règles elles-mêmes, comme annonciateur des règles. Et ce n'est pas pathologique, ça fait partie des saignements que des personnes ont toute leur vie. Mais quand même, ça fait partie des symptômes qui peuvent faire évoquer l'insuffisance lutéale. Ça fait partie des signes. Si cette personne n'en avait pas avant et qu'elle les voit apparaître, ça peut faire partie des signes que le corps jaune n'est pas suffisant. Et le fait qu'il n'est pas suffisant fait un petit déséquilibre prolongé avant vraiment qu'il s'arrête et que les règles viennent. Il y a un petit déséquilibre et la personne peut saignoter. Mais il y a des personnes qui ont ça toute leur vie et ça va très bien comme ça. Ça va? Oui. Bien, les écoulements autres que le sang.
Donc, les écoulements autres que le sang, il y a le mucus cervical, donc, qui coule du col. Il y a les cellules vaginales physiologiques. Il y a d'autres sécrétions physiologiques vaginales et vulvaires. Il y a les sécrétions liées à une infection et diverses autres sécrétions non physiologiques. Donc, quelques mots sur chacun. Donc le mucus cervical, c'est donc le liquide, on va dire, pour introduire, c'est le liquide de survie des spermatozoïdes. Le liquide spermatique n'a servi que de véhicule pour le moment de l'union sexuelle. Les spermatozoïdes ont été mis en compte dans ce liquide que dans la préparation du sperme, et ils ne servent que pour, on va dire une demi-heure. Le liquide spermatique ne sert pas pour des heures ou des jours. Les spermatozoïdes le liquide spermatique, le sperme, déposé au fond du vagin, va être laissé par les spermatozoïdes qui passent dans le mucus. Donc, le sperme ne rentrera pas dans l'utérus. Le sperme ne rentre pas dans le col de l'utérus. Le sperme reste dans le vagin et s'écoule le lendemain matin ou dans la nuit. Le lendemain matin ou dans toute la journée, selon le tonus pelvien, périnéal. Et donc, le liquide spermatique ne sert juste que sans doute beaucoup de choses, mais disons que peu de temps. C'est quelques dizaines de minutes. Les spermatozoïdes vont, soit ils restent, soit la porte est fermée, le col utérus est fermé, et les spermatozoïdes le sperme condamné à rester dans le vagin va se fluidifier et l'acidité va tuer les spermatozoïdes. Donc, les spermatozoïdes qui restent dans le sperme, dans le vagin, meurent. En une demi-heure, 40 minutes, tout est réglé. Le vagin ne tolère pas, par son acidité, ne tolère pas de corps étranger. Donc, le sperme ne sert que pour être là en attendant que le spermatozoïde ait fui et soit allé dans le mucus, qui est lui alcalin. Donc les spermatozoïdes vont dans le mucus. Mais pour ça, il faut qu'il y en ait. Donc en somme, la première chose, c'est que le mucus va être donc ce liquide de survie des spermatozoïdes. Une première manière d'en parler. Mais c'est un peu plus fin que ça. C'est qu'en fait, regardons bien ce qui se passe. Si vous voulez, au fond de n'importe quel de nos orifices, les oreilles, au fond des oreilles, il y a un mur. Au fond de l'œil, du globe oculaire, derrière le globe oculaire, il y a un mur. Si on passe par le nez ou la bouche, on va jusqu'à l'anus. Il n'y a pas d'entrée dans le corps. Tandis que, si on regarde le vagin, il y a le vagin, puis le col, puis le corps de l'utérus, puis les trompes, on arrive dans le grand ventre. Donc, on est dans une situation tout à fait particulière, c'est que les organes génitaux externes de la femme sont ouverts vers le grand ventre. Donc, la nature avait besoin d'une solution pour protéger contre toute arrivée de l'extérieur. Ce qui fait qu'on va avoir, premièrement, une garde immédiate. C'est le vagin. Donc, qui, par les bacilles de Deuterlin et par l'acidité, crée un climat qui ne laisse pas se développer les infections de manière naturelle. De la même manière, si vous voulez que dans un pré, la bonne herbe évite les mauvaises herbes, dans le vagin,
le bacille de Dederlin et le climat acide évitent une pullulation microbienne. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'entrée de l'utérus est barrée par le mucus. Et c'est absolument incroyable. Le mucus, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que le mucus est en deux positions, deux situations. Soit il coule, donc il pousse les affaires vers l'extérieur, mais il coule plutôt comme du dentifrice, c'est-à-dire doucement. Et il pousse les affaires vers l'extérieur. Il est bourré d'enzymes lytiques, de lysozymes, d'un tas de choses, je ne me souviens plus bien des noms. Il est bourré d'enzymes lytiques, mais en plus il coule. Donc il pousse les affaires vers l'extérieur et il tue tout ce qui bouge quand il coule. Soit au contraire, il ne coule pas, mais à ce moment-là, il est extrêmement serré. Donc, le mucus a deux solutions. Soit il est fluide et il coule, soit il est très sec et resserré. Et donc, on ne peut pas le pénétrer non plus. Ce qui fait que, vous voyez, l'entrée du col de l'utérus est gardée de manière alternative, soit par un liquide qui coule et qui contient des choses qui tuent les microbes, soit par un mucus qui est épais et qui fait bouchon, le bouchon muqueux. Le bouchon muqueux qui va être beaucoup plus marquant au moment de l'accouchement. Enfin, je suis une maman qui est enceinte, et ce bouchon muqueux, mais plus modeste, parce que l'entrée est beaucoup plus modeste, la femme l'a à chaque cycle. Ce qui fait que dans les saisons, si vous voulez, du cycle, à la saison fertile, qui est le printemps, au milieu du cycle, si j'ose dire, au printemps, le mucus est fluide, il pousse les affaires dehors, mais du coup, les spermatozoïdes peuvent rentrer, parce qu'il est fluide. Comme il est fluide, les spermatozoïdes peuvent rentrer. Au contraire, avant et après le printemps, c'est-à-dire l'hiver et l'été du cycle, avant et après le printemps, eh bien, le mucus, en général, est épais et fait bouchon. Personnellement, je trouve ça absolument magique. Ce qui fait que, en physiologie, il n'y a jamais de bactéries qui arrivent à l'utérus. Et sûrement pas dans le grand ventre, après avoir fait tout le voyage, col, utérus, trompe. On n'arrive pas dans le péritoine sans avoir demandé la permission. Il n'y a que les spermatos qui peuvent faire le voyage en situation normale. En particulier grâce à leur flagelle. Mais pas que. On aura l'occasion sans doute de le voir. Alors, ça c'était le mucus. Les cellules vaginales physiologiques. Vous savez que, on vous a dit ça ou pas tellement, elles changent au cours du cycle. L'épithélium, vous le savez ça, oui, vous l'avez appris, ça, l'épithélium vaginal change en fonction des jours du cycle. Un cytologiste sait à quelle période du cycle la femme est. L'imprégnation hormonale, varie au cours du cycle, ce qui fait que l'épithélium varie au cours du cycle. Alors que la peau, par exemple, je ne me rends pas compte si la peau féminine varie au cours du cycle. Non, vous n'avez rien repéré? Ou bien quelqu'un a repéré quelque chose? Non? Il y a peut-être des choses. Mais la peau masculine, je ne la vois pas souvent changer. Enfin, quoique des fois on a la peau sèche. Par contre, il y a quelque chose qui varie de manière apparente pour ça. C'est que, de la même manière qu'il y a des personnes qui ont des pellicules au cuir chevelu, et d'autres pas, et que dans sa vie, on a des périodes, on a des pellicules, et d'autres pas, vous êtes d'accord? Dans la vie, il y a des périodes, faites comme ça, c'est les neiges. Puis d'autres périodes, ça vous fiche la paix. Puis il y a des personnes, toute leur vie, qui ont une hyperséborée ou qui ont des choses comme ça. Eh bien, de la même manière, les cellules vaginales sont soit peu abondantes, ce qui fait qu'on n'en sait rien, soit très abondantes. Ce
qui fait que c'est important à savoir, par exemple, parce que dans certaines périodes de la vie, par exemple en puberté, la fillette peut être choquée subitement de voir que son sous-vêtement est marqué. Et une des raisons peut être tout simplement les cellules vaginales, parce qu'elle a un développement, et puis le mucus, on le verra à la puberté. Et mais cette présence de pellicule, si j'ose dire, de cellules vaginales, qui vient s'écouler à la vulve, peut se voir dans d'autres périodes, par exemple en postpartum, ou après la pilule, ou en préménopause. Donc les 4 P qu'on verra, puberté, postpartum, postpilule, préménopause, peuvent être marqués par des périodes d'écoulement de cellules vaginales. Comment distinguer les cellules vaginales et le mucus? Eh bien, par le test du verre d'eau. C'est-à-dire que quand ce petit quelque chose, si la femme trouve ce petit quelque chose à la vulve, elle dit c'est du mucus ou des cellules vaginales, elle fait comme ça dans un verre d'eau, et si c'est du mucus, il tombe en paquet, et si c'est des cellules vaginales, eh bien, il se met en plus fine. Il y a des tests biologiques aussi au bleu du toluidine, mais enfin bon, c'est pas indispensable. À partie basse du vagin, il y a deux zones qu'on appelle les poches de Shaw, S-H-A-W, qui réabsorbent l'eau du mucus et du contenu vaginal. On appelle ça le contenu vaginal. Donc une partie du contenu vaginal est réabsorbée à la partie basse du vagin au niveau des poches de Shaw. Mais si vous amusez à regarder sur Internet les poches de Shaw, vous n'en trouverez pas des tomes entiers. C'est un truc qui est mal connu. On a du mal à trouver. Moi, j'ai du mal à trouver des bouquins de physiologie là-dessus. Ça fait au moins, je sais pas, des dizaines d'années que moi, on ne voit rien sortir sur cette physiologie particulière. Il y a d'autres sécrétions vaginales et vulvaires, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des glandes sébacées, par exemple, hein, comme on a, je dirais, c'est un peu comme les selles, c'est-à-dire que pour qu'un lieu soit protégé, eh bien, il y a des glandes sébacées, voilà. Il y a eu un autre type de sécrétion physiologique, vaginale et vulvaire. Lors d'un grand stress, on peut avoir l'impression d'être mouillé. C'est, semble-t-il, les prostaglandines qui déclenchent un écoulement. Il y a des filles notamment qui signalent ça lors des examens. Elles ont leurs examens, elles ont une trouille pas possible, elles se sentent mouillées. Et il y a un gynécologue en Suède qui a beaucoup travaillé sur ces choses-là, et c'est lui qui avait des étudiantes qui lui signalaient ça. Bien sûr, il y a les sécrétions liées à une infection, malheureusement. Donc, je ne veux pas allonger ça parce que on quitte notre cours, mais beaucoup des infections, donc qu'elles soient vaginales, cervicales ou utérines, peuvent se traduire par des écoulements, bien sûr, des écoulements qui brûlent ou qui gênent, voire même qui ont une odeur qui gêne. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit avant. Voilà. Voilà. Et puis exceptionnellement, d'autres sécrétions non physiologiques ou d'autres. Par exemple, on peut trouver dans un frottis cervical des cellules qui viennent de plus haut. Il arrive qu'on trouve des cellules ovariennes dans un cancer de l'ovaire dans le frottis, ou des cellules utérines dans un frottis. Sous-entendu, il y a quand même une arrivée vers le bas. Voilà. Moi, je trouve que vous étiez très patiente. On va se reposer un peu, non? Vous êtes d'accord? On va faire une petite pause.